Alors, pour certains qui étaient déjà présents au live de l'année dernière, donc j'avais fait à peu près à la même époque sur les tickets les puces, il risque d'y avoir quand même quelques redites. Donc, vous m'excuserez, mais je trouvais ça quand même important de reparler déjà avant toute chose de ces deux parasites pour apprendre un petit peu mieux à les connaître. Donc, les informations, elles n'ont pas changé en un an. J'en ai rajouté quelques-unes un petit peu savoureuses qui rassurent pas, mais voilà. Donc voilà, première partie, on va un petit peu parler vraiment des puces et des tiques, de ces deux parasites, un petit peu comment ils fonctionnent. Ensuite, on va parler des différentes approches qui existent aujourd'hui au niveau naturel, dans ce que je peux proposer dans la boutique. Peut-être qu'il en existe encore d'autres, bien évidemment. Donc, comment ça fonctionne, sur quoi c'est basé, etc. Et en dernière partie, donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait l'année dernière. J'ai vraiment repris chaque produit pour voilà, un petit peu des fiches produits, mais voilà, que je vais évoquer pendant le live parce que je trouvais que j'avais peut-être manqué un peu de précision au niveau des produits et je pense que c'est quand même ce qui vous intéresse au bout du compte. C'est le choix que vous allez faire, si vous en avez besoin, en tout cas, sur le type de produit que vous allez prendre pour votre animal. Donc, l'idée, c'était de vous dire, est-ce qu'on peut le mettre avec un autre traitement chimique? Est-ce qu'on peut le mettre sur le chat? Voilà, quel risque il y a, etc., etc. Alors, petite introduction quand même que je tiens à faire. Oui, il y a des nouveaux produits, tout à fait, Raphaël. J'ai rajouté quelques antiparasitaires que je n'avais pas l'année dernière. Donc, petit point quand même sur la partie traitement chimique. Je vais pas vous dire ce soir, arrêtez le chimique. C'est mortel pour vos chiens. Je ne vais pas vous dire ça, justement. Je pense que ça fait plaisir à personne d'utiliser des pesticides, hein, parce que malheureusement, c'est des pesticides, ces produits-là. On peut imaginer, vous allez voir à quel point une tique peut être résistante, mais si un animal avale un cachet ou un collier ou une pipette qui est capable de tuer cet animal juste en buvant son sang, vous imaginez bien que c'est forcément des produits qui sont des pesticides et qui certainement ne sont pas que bons pour la santé. Néanmoins, aujourd'hui, et quelqu'un l'avait bien dit dans les commentaires quand j'ai posté le programme du live, il y a cette balance entre le risque lié au traitement chimique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quand même des chiens qui ont fait des crises d'épilepsie, etc. Enfin, il existe des groupes aujourd'hui sur des chiens qui ont eu des graves séquelles dues à certains traitements chimiques. Donc, il arrive effectivement qu'il y ait des accidents en fait, hein, avec ces traitements-là. Donc, ça fait peur, on ne sait pas dans le temps ce que ça peut donner, etc. Donc, dans la balance, il y a ça, mais malgré tout, c'est quand même aujourd'hui sur le marché les produits les plus curatifs, les plus efficaces pour combattre ces parasites, qui sont quand même qui apportent un risque mortel autant aux chiens qu'à l'humain, il ne faut pas l'oublier. Et on a de l'autre côté, donc du coup, cette fameuse cause mortelle, c'est-à-dire la pyroplasmose, toutes les maladies que peuvent véhiculer la maladie de Lyme, toutes les maladies que peuvent véhiculer ces parasites. Donc on se dit, qu'est-ce que je fais? J'empoisonne mon chien. Est-ce que je prends le risque d'empoisonner mon chien ou est-ce que je fais confiance quand même parce que à côté de ça, il y a trop de risques liés à la morsure de tique? Moi, mon point de vue, c'est que c'est vraiment beaucoup lié aux chiens qu'on a à la maison. Moi, j'ai des chiens qui ont un poil très ras, qui n'ont pas de sous-poil. Donc, quand j'épouille en retour de balade et qu'il y a des tiques, je les vois toujours. C'est très, très rare que je retrouve une tique que j'avais pas vue, en fait. Donc, j'ai pas trop peur de ne pas utiliser de chimique. Même si j'aurais l'esprit quand même plus tranquille si j'avais du chimique. Mais bon, on va dire que là, le bénéfice est quand même moins important. Donc, je fais confiance à mon épouillage et à mes produits naturels pour le coup.
Mais si j'avais un berger australien, un Terre-Neuve ou je ne sais, enfin des chiens avec du gros sous-poil, et ben du coup, peut-être que je passerai quand même sur un traitement chimique, au moins pendant la période vraiment à risque où il y en a beaucoup, pour minimiser les risques quand même. Donc, il ne faut pas culpabiliser de ça, hein, je veux dire, aujourd'hui, c'est un parasite qui est là, qui se développe de plus en plus, donc on va faire avec. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer ce soir, c'est qu'est-ce que vous pouvez ajouter éventuellement au traitement chimique si vous en donnez déjà un qui peut augmenter l'efficacité? À quoi ça va servir, du coup, de mettre un traitement naturel si on a déjà un traitement chimique? Et pour ceux qui n'en ont pas du tout et qui peuvent se permettre de ne pas en mettre, bah, du coup, qu'est-ce qui existe et pourquoi j'ai fait le choix, moi, dans la boutique de ces produits-là. Voilà, donc dans tous les cas, je vais pas, ce live n'a pas pour but de vous dire d'arrêter le chimique, mais plutôt de vous montrer qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qui fonctionne pas trop mal et qui peut être un complément ou un traitement à part entière pour combattre ces parasites. Voilà, c'était la petite, la petite note importante quand même. Oh, c'est beau, la transition! Alors, Canva est mon ami, je découvre Canva, je trouve ça, enfin, je l'utilisais depuis un petit moment, mais là, c'est la deuxième présentation que je fais avec l'outil, c'est vraiment très, très sympa. Enfin, je trouve que le rendu, le rendu est sympa, je m'auto-congratule, mais ouais, j'ai passé du temps à le faire quand même, donc si ça fonctionne, c'est mieux. Donc, première chose, connaître son ennemi, ça c'est vraiment important pour en connaître les failles et savoir de quoi on parle. Donc, d'abord, on va parler de la tique. Je vous ai remis cette petite vidéo. Je savais qu'à la fin du live, vous auriez envie de vous gratter quand même. Salut Anne. Alors, du coup, je vois même plus ce que j'ai mis. Alors, donc, la tique. Attends, parce que je suis tellement... Pas virer ce truc là? Non, bon, c'est pas grave. Donc, la tique, elle a besoin de mordre. En fait, pendant au cours de son développement, elle va passer par 3 stades, 4 stades en fait de développement différents. Et en fait, à chacun de ces stades-là de développement, elle va avoir besoin de faire des repas de sang pour se développer. Pour ça, donc, bah, pour survivre et pour grandir, elle va faire 2 à 3 repas de sang par jour, donc sur l'animal ou sur l'individu qui est son hôte. Et ça, elle peut le faire pendant 2 jours à 15 jours. Donc ça, c'est si on n'enlève pas la tique, évidemment, si on ne l'a pas vue, elle peut rester jusqu'à 15 jours sur son hôte. Les cramer quand ils explosent, c'est top. Ouais, bah justement, d'ailleurs, ça, on va en parler. Est-ce que je dis saloperie pendant tout le live ou pas? Mais ouais, c'est un alien hein, quand même. Hein. C'est incroyable cet animal, comme il est conçu pour le combat en fait, quand même pour la survie. Donc elle peut vivre 1 an sans manger quand même, et elle a une durée de vie de 3-4 ans. Une tique, ça pond 2000 œufs. Alors ça, je l'ai rajouté parce que je me suis dit, purée, mais tout le monde dit que nos hivers, ils sont pas assez froids et du coup que, à cause de ça, les tiques, elles se développent de plus en plus. Honnêtement, je pense que ça fait bien longtemps que nos hivers sont pas assez froids. Je sais même pas si en France, il y a des hivers à -20, mais il faut quand même savoir que la tique, elle survit en fait, à des températures allant jusqu'à -20 et il faut qu'à -20, ça dure plusieurs jours pour qu'elle meure à cause de la température. Donc pour moi, ça reste quand même un peu une idée reçue, ce truc de dire: «Ah bah ouais, cet hiver, il a pas fait assez froid, donc elles sont toujours là». Bah, en fait, -20, moi, ça fait 20 ans que je suis en Lorraine, il a jamais fait -20, quoi et pourtant, je suis quand même dans le nord-est de la France. Donc même quand il neige et tout, en fait, elles se cachent sous la neige, ça les dérange absolument pas. Le verglas, tout ça, les gelées, ça les tue pas du tout, en fait.
Elles vont en fait, pendant toute la période, où il va faire froid, donc sur des températures qui sont inférieures à 8 degrés, en fait, elles vont se mettre comme un peu en hibernation, elles vont plus bouger, en fait. Elles vont plus consommer d'énergie et elles vont donc recommencer à se déplacer vers les 8 degrés. Ce qui explique certains commentaires de gens qui disaient: «Ah bah moi, j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté». Alors oui, si vous habitez dans une région, il n'a pas fait très froid, où il a fait régulièrement des températures qui ont augmenté pendant l'hiver, bah, en fait, elles ont toujours été plus ou moins là quand même et plus ou moins actives surtout. J'ai fait tremper dans du vinaigre blanc. Tu sais, c'est vrai que j'aurais pu faire un slide «Comment tuer la tique?» Ça nous aurait fait du bien en fait, je pense. Donc la tique aime l'humidité, c'est pour ça qu'on la trouve dans des zones en fait de balade. Si on va dans des zones de balade humides, donc bord de lac, forêt, hem, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, les jardins. Après un jardin en plein soleil risque certainement d'avoir moins de tiques qu'un jardin, ombragé. Les buissons, les hautes herbes. Donc c'est vrai qu'ils disent, de laisser au maximum nos jardins sans trop y toucher, pour les insectes en fait, mais c'est vrai que, quand on a des chiens, on n'a pas forcément envie d'avoir, énormément de hautes herbes dans le jardin, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir de la tique, en plus grande quantité. Ouais, c'est vrai. Serial killer, ouais, tout à fait, ouais. Adopter un renard, ouais. Alors, donc cette bestiole, elle est tellement bien foutue qu'elle a donc l'organe de Haller. Je sais pas si ça se prononce bien comme ça. Donc la tique, contrairement à la puce, elle ne saute pas. Donc vous voyez sur la petite vidéo comment elle se déplace, hein. Elle peut se déplacer quand même assez vite d'ailleurs, mais par contre, elle va pas sauter sur son hôte. Elle va se mettre sur une plante, un petit peu en hauteur et elle va être capable de détecter en fait, grâce à la chaleur, au dioxyde de carbone et aux vibrations émises par l'hôte qui va arriver et ça jusqu'à 9 mètres quand même de l'herbe sur lequel elle est et donc elle va attendre le passage de son hôte et elle va se laisser tomber dessus. Voilà comment ça fonctionne. Donc on peut aussi imaginer qu'en fonction, du dioxyde de carbone émis par chaque individu, il y ait, ça pourrait expliquer que certains chiens, soient plus sujets aussi, à être hôtes que d'autres, en fait. Et alors une chose, c'est que la tique, elle peut survivre 1 mois dans l'eau. Et moi, ça, je ne le savais pas. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé d'en jeter dans les toilettes ou dans l'évier. Et ben, en fait, je les ai peut-être remises dans la nature. C'est con, hein. Donc bon, bah, voilà, je vais vraiment bien à chaque fois ou les brûler effectivement ou les écraser ou les couper en 2, heu, ou qu'est-ce que vous avez suggéré? Avec plaisir, Gaëlle. Ouais, Catherine, les poules, les poules, c'est pas trop compatible avec les whippets et j'ai pas du tout envie de laisser des poules en cage. Ah ouais, l'or là, c'est pas mal aussi. Je pense que ça doit être assez radical. Ouais, Myriam, je suis assez d'accord. Il y a qui c'est? Bah, c'est toi qui disais, qu'il y avait une personne qui disait: «Ah, elles ont le droit de vivre». Ben, je t'ai répondu, bah, si la personne qui a dit ça, elle chope la maladie de Lyme, elle va peut-être changer de discours. Dans les toilettes, tu intérêt à être bien épilé. Bon voilà, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, ça dépendait où j'étais, dans la maison en fait, et puis en fait ça se tue pas à l'ongle, hein, enfin moi j'ai pas les ongles assez longs donc il me faut quand même à chaque fois un truc pour l'écraser vraiment pour la tuer et j'ai pas toujours forcément un briquet non plus, donc ça m'est déjà arrivé de les jeter dans l'évier, ou dans les toilettes, hein, donc il faut pas le faire, parce que ça peut vivre 1 mois dans l'eau, vous vous rendez compte quand même? C'est incroyable, hein, franchement, tiens, on va la regarder celle-ci. Est-ce qu'on peut la regarder? Ouais. Elle flotte en fait et elle peut vivre 1 mois comme ça. C'est incroyable, hein, quand même, hein. Pourquoi il faut pas les écraser?
Alors ça, Myriam, je l'ai lu absolument nulle part, hein. Si tu as l'info, je veux bien te croire, mais des idées reçues sur l'éthique, franchement, il y en a vraiment plein. Heu, à cause du sang bu? Non, mais donnez-moi une vraie raison, quoi, donnez-moi pas des trucs comme ça. Ah, tu as du scotch sur toi alors en balade? Bah, pas moi, hein. Non, mais si vous avez des liens sur la façon de les tuer, c'est vrai que ça, j'aurais pu. Tiens, ça sera un truc pour l'année, 2024, l'édition 2024, comment bien tuer une tique. C'est pas con, n'empêche, hein. Parce qu'effectivement, faire sortir les œufs, mais en fait, la tique, quand elle est sur le chien et qu'elle est gonflée, elle est gonflée de sang, elle est pas gonflée d'œufs. Ouais, le vinaigre, mais il faut en avoir à portée de main, le brûle, bon, et ça veut dire qu'on a tout le temps un briquet sur soi, quoi. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut prévoir, dans sa petite trousse, même quand on va se promener. Ah ouais, Gaëlle? Bah ouais, bah avant je fumais, des clopes, donc j'avais un briquet, mais maintenant c'est pas avec la vapoteuse que je vais pouvoir faire ça. Bah souvent, moi, j'ai en balade, je les écrase avec un caillou, quoi, mais je sais pas si je suis toujours très efficace. Elle peut avoir des œufs aussi en elle. Bon, si quelqu'un a un lien avec un article, qui est raisonnable, sur la façon de tuer les tiques, on est preneur. En tout cas, je pense que les brûler, c'est OK. Après, tu vas pas la laisser vivre si tu pas de briquet, parce qu'il faut pas l'écraser, tu vois? Enfin, je veux dire, tu vas quand même la tuer, quoi. Alors les maladies, elles passent par le sang, en fait, hein. Rachel, c'est quand elle pique qu'elle peut transmettre, en fait, parce que ça va dans le sang, en fait. Donc bon, je suis pas convaincue par, heu bon, attention aux idées reçues quand même, car l'infection peut pénétrer dans les fissures de la peau. Je sais pas, Evelyne, hein. Mais on est vraiment sur un film d'horreur si c'est vrai, hein. Bon, dans tous les cas, prenez un briquet avec vous, du coup. Ouais, Alexis, c'est une bonne idée ça, qui font une petite flamme et c'est non, en fait, c'est quand elle est en train de pomper le sang, en fait, Linda, hein, qu'elle, transmet la maladie. Oui, mais des trucs sur internet, il y en a plein. Il faut juste vous assurer que la personne qui a écrit l'article, elle dit pas des conneries, en fait, hein, parce que, voilà. Eh ben, Cindy, c'est une bonne question. En fait, il faut la température de l'eau soit au minimum à 60 degrés. Comment ça la tue pas, non. Elles contaminent par leur salive, mais quand la salive, en fait, va aller dans le sang, en fait. Mais si tu as de la salive de tique sur ton doigt, elle va pas te rendre malade, quoi. Je vais brûler le bois. OK. Voilà, ben, on y est. Donc la transmission des pathogènes se fait par la salive lorsqu'elle pique son hôte. Une bonne nouvelle quand même, c'est que seulement 10 des tiques, sont porteuses, d'agents pathogènes, donc d'agents qui peuvent rendre malades nos chiens ou nous-mêmes d'ailleurs. Donc je vous laisserai aller voir le projet CITIC pour ceux qui connaissent pas. Je vous le mettrai, hein, le PowerPoint, vous y aurez accès. Vous le trouvez très facilement, hein, le projet CITIC, c'est en fait, c'est un organisme de recherche, en fait, qui récupère les tiques quand on leur envoie et qui, du coup, les étudie, et ça permet c'est eux, en fait, hein, qui ont pu, conclure que seulement 10 des tiques, étaient porteuses d'agents pathogènes. Donc ça veut dire que c'est pas parce votre chien a été, piqué par une tique, qu'il va forcément tomber malade. Quand même, intéressant.
Donc, la tique doit être attachée à son hôte pendant au moins 24 heures pour transmettre les micro-organismes de la maladie. Néanmoins, parce qu'il y a un néanmoins, le temps est variable. Ça peut être quelques minutes pour un virus, 12 à 72 heures pour les bactéries. On va voir après les maladies, les 3 principales maladies en tout cas. Ouais, que 10%. Faut pas avoir de bol en fait, hein. Ouais, il y a quand même une bonne nouvelle, Catherine. Linda, je sais pas. Il faut aller regarder le site Cytic. Tu as vraiment plein d'articles. Moi, j'ai plusieurs clients qui ont eu des chiens qui ont eu la pyroplasmose ici, mais est-ce que c'est représentatif? J'en sais rien en fait. Ah oui, il faut pas. En fait, il faut utiliser un tire-tique. On va y venir, Linda. Oui, d'accord. Le projet Cytic, je crois que c'est qu'en France. Tu iras voir sur leur site internet. Il y a pas mal d'infos qui sont très intéressantes. Ouais, Laurence, tout à fait. L'année dernière, par exemple, on est allé près de l'océan, là, près de. Oh, je ne me rappelle plus. On était vraiment au bord de la mer, on n'a pas du tout eu de tic, quoi. Zéro tic. Alors qu'on revenait ici, nous, on a énormément de forêts, donc il y en a beaucoup plus. Eh bien, bienvenue, Laurence. Bienvenue à toi. Donc, c'est important, ce temps variable de transmission via la salive. C'est important parce que ces quelques minutes, en fait, justement, ça, même votre comprimé ou votre collier, ces restos ou ce que vous voulez que vous avez mis de chimique, bah, en fait, il va pas marcher. Il va pas marcher suffisamment vite pour que la tique n'ait pas le temps de transmettre, si malheureusement elle est porteuse, une maladie à votre chien. C'est pour ça qu'il y a quand même des chiens qui attrapent la pyroplasmose alors qu'ils sont sous traitement chimique. Et ça, je vous le dis vraiment en connaissance de cause parce que c'est arrivé à des clients. C'est pas du on m'a dit. Donc, j'ai relevé les 3 maladies les plus fréquentes en fait. La première, honnêtement, je la connaissais pas. Les dernières, j'ai dû dire la même chose, mais bon, c'est pas une maladie dont on entend trop parler, ou alors elle est peut-être confondue avec la pyroplasmose parce que les symptômes sont les mêmes. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas la même origine. En fait, il y en a un, c'est bactérien, l'autre, c'est parasite. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a une incubation à chaque fois. Donc, c'est pas mon chien il est mordu par une tique dimanche et lundi, il est malade, en fait. Mon chien, il peut être malade 15 jours après à cause d'une tique qu'il a mordu le dimanche. Donc, en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas eu de tique pendant 15 jours si votre chien présente certains symptômes, qu'il faut écarter complètement le risque de pyroplasmose ou de maladie liée à la piqûre de la tique. La maladie de Lyme, donc, qui, elle, ben, les symptômes, c'est aussi de la boiterie, des problèmes articulaires chez l'humain, si je ne me trompe pas. Et donc, dans les 3, en fait, il y a de la fièvre. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir toujours chez vous. Et non, il n'est pas vendu dans la boutique, je l'ai acheté en pharmacie. Ayez toujours un thermomètre chez vous. Ayez toujours un thermomètre quand vous partez en vacances. Parce que si vous avez votre chien qui est apathique, qui n'est pas en forme, vérifiez toujours sa température. Particulièrement en période là où ça commence à se développer, jusqu'au mois de novembre, on va dire, hein, en gros, hein, après à vous de juger évidemment. Mais si votre chien, il n'a pas un comportement normal, même si vous n'avez pas enlevé de tic dans les 3 jours précédents, il faut toujours vous poser la question. Parce que, en fait, plus c'est pris à temps, plus on peut sauver le chien, en fait. Donc, c'est vraiment important de prendre la température de votre chien. C'est vraiment le symptôme de la fièvre, c'est vraiment un symptôme qui revient à chaque fois. Donc, moi, si je vois que mon chien, il n'est pas bien, il n'est pas comme d'habitude, que je prends la température, il a plus que 39, même s'il est 22 heures, la première chose que je vais faire, c'est appeler le veto. Parce que si c'est une pyro, il faut qu'il soit pris en charge à 23 heures, quoi. Je veux dire, faut que ça soit pris en charge tout de suite, quoi. Ah, génial, Amandine. Très bonne idée. Tu cherches des tics.
Ah bah c'est cool, Mélissande. Et il faut savoir que, ouais, par exemple, même l'urine foncée, en général, c'est que déjà, ça fait un petit moment que la pyroplasmose est installée. Et c'est pas forcément le premier, votre chien, il peut très bien avoir la pyro et pas avoir l'urine foncée. C'est vraiment regarder la fièvre. Vraiment, c'est super important. Alors attends, Héloïse. Salut Maxence. Pour Lyme, les bactéries migrent dans les glandes salivaires. Une fois que du sang arrive dans l'estomac, le reste du temps, elles ne sont pas dans la salive. Cela prend, cela prend plus ou moins de temps, mais au moins 12 heures, ok. Une fois dans leurs glandes, elles peuvent donc aller dans le sang. Il ne faut jamais presser la tique avec une pince à épiler, tout à fait. Ça, on va y venir, car cela les fait régurgiter et donc fait remonter les bactéries dans le sang. Merci Héloïse pour ces détails. Je sais pas, Rachel. L'encéphalite à tique, c'est pas une maladie que j'ai vue passer, je connais pas. Oui, Amandine, oui, tout à fait. Un moyen de prendre la température à son chien autrement que le moyen classique. À ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Ottilie, je ne sais pas. Question à poser, ça c'est intéressant. Mais j'imagine que si ça marchait, les vétos, ils se feraient pas chier à mettre un thermomètre dans le cul de nos chiens. Si, dites-moi, dites-le moi quand même. Thermomètre auriculaire. C'est une bonne question, ça. Y a pas un veto dans le groupe? Non, mais c'est vrai, on peut se dire que si ça marchait, ils le feraient. Ah oui, ça j'avais vu. Ils font maintenant des puces, les nouvelles puces. Alors je sais pas si c'est systématique, c'est peut-être suivant l'éleveur, qui permettent de prendre la température. Ça, c'est vraiment génial. Ok, merci Linda. En soins coopératifs. Oui, oui. Bon, dans tous les cas, je pense que ça sera pas super apprécié, mais c'est vrai que c'est mieux avec même mettez un tapis léché éventuellement. Ok, Amandine, t'as testé. Faut mettre de l'huile d'olive, hein. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive sur le bout du thermomètre. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ces puces qui prennent la température, c'est vraiment super. Mais bon, nous tous qui n'avons pas un chien de cette année, puis bon, ce sera peut-être pas le cas de tous les chiens, j'imagine que ça dépend si je sais pas si c'est systématique ou pas. Bah écoute, tu sais quoi, Maxence? Si mon chien il avait une puce thermique, et ben franchement, je pense que j'achèterais un lecteur de puce pour pouvoir prendre facilement sa température. C'est pas en plus un prix exorbitant, quoi. Eh ben, mais Laurence, comment tu veux aussi, franchement. En plus, on peut pas leur dire, bah si, c'est pour ton bien, tu vas voir, faut qu'on vérifie. Quand ça sonne, c'est cuit. Bah, c'est pas un bon moment, hein, Marion. C'est comme pour nous, hein. Ah, c'est systématique. Ah, bah ça, c'est super. Je sais pas, Marion. Je sais pas du tout. Je sais plus comment j'en ai entendu parler de ce truc. J'ai trouvé ça top, mais j'ai pas plus creusé le sujet que ça. Certes, Emeline, faut trouver le trou. Bon, bah, et c'est peut-être quelque chose, il va falloir peut-être créer un petit protocole de soins coopératifs, de prise de température dans le derrière, hein. Je pense que ça s'impose. Faut y réfléchir. En attendant, vous avez toujours le tapis à lécher, ça va peut-être pas marcher, ça va peut-être pas marcher tout court, ou ça va peut-être pas marcher longtemps.
mais on va dire que ça peut peut-être faire passer la pilule. Bon, voilà, c'était la tique. Donc, ça vous donne des informations générales sur là où elle vit, on la trouve le plus facilement, comment elle repère votre chien. Ça explique aussi pourquoi certains fabricants ont choisi telle ou telle stratégie, même dans la partie naturelle. Les maladies, comment elles se transmettent. Et pourquoi ça peut être intéressant de mettre un produit répulsif, en fait, même si son chien est traité avec un produit chimique, parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent se transmettre vraiment très, très rapidement avant même que la tique ait pu mourir, en fait. La puce, ça va être plus court. Alors, la puce, en soi, on va dire qu'elle est moins grave parce qu'elle ne va pas transmettre une maladie mortelle, en fait, au chien. Le problème de la puce, donc, qui est un insecte qui, elle, va aussi, donc hématophage, se nourrit de sang, c'est que elle pond une puce, ça pond 50 œufs par jour. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, la puce, elle pond 50 œufs. Là, cette fois, c'est sur votre chien. Et puis, votre chat, il se promène partout dans l'environnement. Il est content dans la maison, dans votre lit, comme Jean-Patrick. Et pouf, il fout des œufs partout dans la maison qui vont faire des nymphes, en fait. Elles vont rester dans des petits cocons, puis elles vont attendre le moment propice. Et s'il y a à bouffer, donc en général, montée de température, vibration, ça va être un signal pour elles de dire putain, il y a à bouffer. Ça veut dire qu'il y a des mammifères, il y a des individus à sang chaud qui sont là. Et ben, les larves vont éclore et ça va refaire des puces. Donc, quand on entend puce, on pense traitement du chien ou du chat, mais alors on pense aussi traitement de l'environnement. Autant c'est quelque chose qu'on ne met pas en place sur la tique, autant par contre sur la puce, si vous traitez que le chien, ben en fait vous en débarrasserez jamais. Alors, il y a des pipettes qui existent qui stérilisent les puces, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les puces vont piquer le chien, elles vont s'auto-stériliser, donc elles ne pourront pas faire d'œufs. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. En attendant que le produit agisse, parce que c'est aussi des pipettes, il y en a quand même une certaine partie qui ne vont pas être stérilisées. Et donc, une puce qui s'échappe, une puce, c'est 50 puces. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu ma mésaventure d'il y a quelques mois en allant chez mes beaux-parents, où mes chiens sont allés dans le jardin, ils sont allés dans un trou de je ne sais pas quoi, mais ils sont revenus pleins de puces, mais ça fourmillait de puces. C'était un truc de malade. Ce que j'ai pensé, c'était pas tant les puces qu'il y avait sur mes chiens, c'était comment j'allais faire pour limiter que ça se développe dans la maison. Honnêtement, c'est la première question que je me suis posée, c'est comment on va faire. Merci la terre de diatomée. Donc là, il y en avait tellement que là, pour le coup, ils ont eu un traitement chimique, ils ont une pipette qui stérilisait les puces. J'avais fait exprès de prendre une pipette qui stérilise les puces, mais en attendant, il y en avait tellement qu'elles allaient forcément passer à la trappe. Donc, et puis, j'ai utilisé la terre de diatomée. On va y venir. À savoir quand même que si votre chien il a eu des puces, c'est quand même important de le vermifuger derrière, puisque la puce peut véhiculer le ver du ténia. Alors oui, les fogueurs, effectivement, mais bon, ça reste des insecticides que tu vas mettre dans ta maison et que tu vas respirer. Il faut bien faire, il faut bien faire attention à retirer tout ce qui est alimentation. Et puis nous, on a plein d'aquariums dans la maison, donc les fogueurs, c'est non. Donc non, il n'y a pas de fogueurs chez nous. Les fogueurs, en fait, c'est des bombes que tu actionnes avant de partir pendant une demi-heure. En fait, tu l'actionnes et ça va diffuser toute la bombe, tout le contenant de la bombe, en fait, et ça va te mettre de l'insecticide partout dans ta pièce. Quand tu as une invasion de puces, c'est vraiment pratique, clairement. Parce que ça va en mettre partout, parce que du coup, les œufs, ça peut aller partout, en fait, pas que sur le dodo du chien, évidemment. Non, dans le lit, la terre de diatomée, là, pour le coup, j'ai lavé mes draps, tout simplement, à 60. Non, l'allergie aux piqûres de puce. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas noté, tiens, ça. Je vais me le noter pour le rajouter. L'allergie à la piqûre de puce. En fait, c'est à la salive. J'ai plus pensé ça. Ah ouais, non, Annecy, c'est pas possible de prendre le risque. 1 heure sans vivant? Ah non, 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 non.
Maintenant, on a trop d'aquariums et trop de poissons pour se dire que couvrir avec un drap, ça suffira. Donc là, après, c'était dans le cas où il y a une invasion, mais la terre de Yatoné, franchement, j'ai pas utilisé de fogueur, hein, du coup, j'ai pas utilisé d'insecticide à part les pipettes sur les chiens. Et franchement, ça a très très bien marché, hein. Et j'ai une maison qui est assez grande avec un étage et les chiens ont accès à toutes les pièces de la maison. Et franchement, on a eu 2-3 jours où là, pour le coup, on avait des vers, parce que les puces, c'est très très chiant à attraper. En fait, il faut surtout pas ouvrir le doigt pour vérifier que tu l'as bien attrapé parce qu'elle saute tout de suite. Du coup, c'est sauteur, hein, la puce. Donc là, on les a crevés dans de l'eau et là, ça les fait crever, hein. On les mettait tout de suite dans l'eau. On en a ramassé pendant 2-3 jours. J'ai mis la terre de diatomée partout où les chiens passaient, à part dans le lit où j'ai tout ce que j'ai pu laver, je l'ai lavé. Et franchement, on n'a pas eu en 3 jours. Le truc, il était plié. Et pourtant, franchement, je vous le jure, c'était pas gagné, hein. Ok, Marion. Voilà. Après, effectivement, les fogueurs, ben, c'est assez efficace, quoi, clairement. Alors, comment détecter la présence de puces? Parce que autant les tiques, ben, quand on va toucher l'animal avec le bout des doigts, en fait, on va la sentir plus ou moins, mais on va dire que c'est quand même assez gros. Autant la puce, bah, déjà, elle n'est pas accrochée au chien, c'est tout petit, hein, ça fait que quelques millimètres et c'est tout noir et ça saute tellement vite que des fois, on peut même pas la voir, en fait. En général, donc, bah, on a le chien qui se gratte beaucoup, très souvent, et c'est pas des signaux d'apaisement. Et une des façons les plus faciles de le voir, c'est vraiment d'écarter les poils parce que ça fait des crottes. Et je pense qu'il n'y a pas de crottes de tiques sur nos chiens, tout simplement parce qu'on ne les laisse pas avec des tiques. Alors que tu peux avoir un chien qui a des puces sans t'en rendre compte pendant quelques jours quand même avant de te rendre compte qu'il a des puces. Parce que les puces, il faut déjà qu'il y en ait pas mal pour que tu les vois en fait si tu n'es pas tout le temps en train de tripatouiller ton animal. C'est vrai que sur les chiens, les endroits où les puces, où elles sont le plus salées, c'était vraiment au niveau des parties génitales. C'était vraiment dans les endroits où la peau, elle est super fine derrière les oreilles, là où il fait un peu chaud et là où c'est un peu humide. Et puis voilà, quand on écarte le poil, on a vraiment des petites crottes de puces. Là, pour le coup, bah, c'est des crottes de sang, en fait, quoi, tout simplement. Ça y est, tu te grattes. Ouais, bah, je pense que c'était peut-être un trou de hérisson, mais alors j'avais jamais vu ça de ma vie, honnêtement. Et puis, bah, quand on commence à en avoir pas mal des puces, ben, en fait, elles finissent par nous piquer nous aussi, hein, si l'hôte n'est pas assez, elle juge qu'il y a pas assez à manger et donc on va se mettre à avoir des boutons et ça gratte énormément. Voilà, donc toujours quand même surveiller, donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur nos 2 ennemis, comment est-ce qu'on va faire pour combattre l'ennemi? Oui, bah, c'est juste la petite, ouverture qu'a fait la tique, en mordant, en fait, quoi. Mélissande, vos armes. Avec la chaîne qui sort, même si le chat ne sort pas, bah, ouais, tu as raison, hein. Peut-être pas trop traiter, mais régulièrement, quoi. Alors, premier axe du combat, quand on fait une bataille, la première chose qu'on va faire, c'est voir où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va mener cette bataille. Donc, on va faire ce qu'il faut pour que notre tique ou nos puces, elles aient déjà pas envie de venir sur nos chiens. Donc, comme tous les parasites, le parasite, il va essayer toujours de trouver un hôte, pardon, hôte, un hôte plus faible, plus facile, sur lequel qui va du coup plus fournir plus de dioxyde de carbone, qui va être plus lent, qui aura un poil plus clairsemé, donc ça sera plus facile d'aller le mordre.
il va moins facilement aller sur un individu qui a une bonne immunité. Donc, la première chose, c'est surtout en période de mue, on en a déjà parlé, et même sans parler de tiques et puces, ça va être le moment de donner, donc pas les trois ensemble, hein. Encore, huile de sardine et levure de bière, vous pouvez donner ensemble, c'est pas du tout la même chose. Par contre, huile de sardine et krill, c'est oméga 3 tous les deux, il faut choisir entre les deux. Dans tous les cas, ces compléments alimentaires-là, en fait, ils seront bons pour les articulations, ils seront bons pour le poil, mais ils vont pas tuer les tiques et les puces. Ça, c'est juste pour que vos chiens, enfin nos chiens, ils aient une belle peau et un beau pelage qui donne déjà pas trop envie aux insectes de venir sur eux. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le groupe. Je vous explique. La levure de bière, vous pouvez en donner tous les jours dans l'alimentation. En général, les chiens aiment bien ça. Vous pouvez aussi le proposer à la demande. Donc, vous allez, ça c'est la levure de bière, donc il y a dans la boutique, des petites paillettes. Ce que je fais donc, c'est que je prends une cuillère à soupe de ça, une cuillère à soupe pour les deux chiens, enfin pour chaque chien, et je vais mettre de l'eau en fait pour imbiber en fait les paillettes. Et en fait, le chien va boire la gamelle, enfin ou pas. Si mon chien boit la gamelle, je peux même en rajouter une deuxième fois si vraiment il me l'a vidé en 2 secondes, parce qu'il en avait vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Et je vais en donner après tous les jours jusqu'à ce qu'il ne se serve plus. Et c'est vraiment le cas. Au bout d'un moment, le chien ne s'en sert plus. Donc, la levure de bière, c'est vraiment génial. C'est vraiment un truc qui a proposé régulièrement à son chien toute l'année, dans tous les cas. Non seulement c'est bon pour la peau, les griffes, etc., mais ça a des bienfaits aussi sur le stress chez l'individu et aussi sur la flore intestinale. Donc, c'est vraiment la levure de bière, le réflexe, même après un traitement médicamenteux. À chaque fois que ça va toucher soit la peau de votre chien, soit son système digestif, n'hésitez pas à proposer à votre chien la levure de bière. Autant, par contre, l'huile de sardine et le krill, on va le doser parce que là, on est sur de l'huile. Donc, il peut y avoir un côté appétant, gourmand chez chien qui va faire qu'il va en prendre même s'il n'en a pas besoin. Un peu comme moi, le Nutella, par exemple. Donc là, par contre, on va doser par rapport à ce qui est indiqué sur les boîtes. Donc, la poudre de krill, il y a celle-ci. Et j'ai rentré celle-là aussi que j'avais avant, mais qui est en plus gros pot, quoi, tout simplement. Donc, le krill, c'est une petite crevette qui est… Bon, en général, les chiens aiment bien, les chats aussi d'ailleurs. Ça se teste avec les chats. Et ça va se rajouter tout simplement sur l'alimentation, ou ça peut même, si votre chien il aime bien, se mettre sur un tapis de léchage. Au niveau de l'immunité aussi, ce qui peut être intéressant, dans le même principe que la levure de bière, c'est de proposer la spiruline. Donc, c'est un super nutriment, la spiruline. Pareil, moi, je rajoute un petit peu d'eau avec pour faire un peu comme une soupe, un peu moins liquide qu'une soupe. Et je vais proposer tous les jours. Et quand les chiens n'en prennent plus, j'en propose plus et je vais en reproposer, par exemple, une semaine après. C'est un truc que je fais en général le dimanche. Si le dimanche, ils en prennent, je vais en proposer tous les jours jusqu'à ce qu'ils n'en prennent plus. Et je repropose le dimanche s'ils n'en ont pas repris depuis plusieurs jours. Voilà comment je fonctionne avec la spiruline. Non, Catherine, c'est à partir de 12 mois. On va y venir. C'est ça, Laurence. Le chien, il est tout à fait capable de te dire s'il en a besoin ou pas, en fait, à sa façon. Je sais pas, Marion. Je sais pas si c'est pas une vieille légende quand même. Faudrait faire une étude. Après, ça va peut-être dépendre aussi quel type de complément ils vont mettre. Mais honnêtement, personnellement, je n'ai pas remarqué qu'il y avait moins de tiques quand ma chienne était… Enfin, elle avait moins de tiques quand elle bouffait de la viande que maintenant qu'elle est aux croquettes. Mais bon. Après, je trouve que c'est très… Enfin, tout le monde va dire, ah bah moi si, ah bah moi non. Tant qu'il n'y a pas d'études qui sont faites autour de ça, c'est difficile. Bah, pareil, Evelyne, en fait, la spiruline, tu mets… Alors, mets moins qu'une cuillère à soupe parce qu'en général, tu risques d'en gaspiller. Si ton chien ne mange pas, il faut le jeter, quoi. Donc, tu mets une cuillère à café, mélanger un petit peu d'eau. Si ton chien, il te lèche ton récipient, tu peux même en remettre une deuxième fois. Et après, tu en proposes tous les jours. Ouais.
Oui, parce que tu vois, par exemple, Marion, il y a pas mal de gens qui sont au bar, par exemple, qui vont mettre de l'ail dans la nourriture. Et du coup, l'ail, c'est un répulsif naturel contre les parasites internes et externes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut aider. Et souvent, ils vont faire un complément aussi en oméga 3 normalement, les barfeurs, hein. Donc c'est pareil, peut-être qu'ils ont un pelage qui est de meilleure qualité. Bah, peut-être son odeur ou peut-être sa température, je sais pas. Merci Amandine. Ouais, voilà, c'est à voir. Oui, oui, alors mélanger dans la même gamelle, tu veux dire, Maxence? On va y venir après, Françoise. J'en parle juste après. Tu peux proposer. Oui, oui. Alors, oui, tu peux proposer huile de krill, levure de bière ou huile de krill ou huile de sardine, hein. C'est tous les deux sources d'oméga 3, c'est du poisson pour vous donner donc soit l'un, soit l'autre, plus levure de bière, plus spiruline, plus propolis aussi si tu veux. Tout ça, tu peux proposer 5 gamelles les unes à côté des autres. Enfin, il n'y en a pas 5 là, mais il n'y a pas de problème. Et tu laisses ton chien se servir. Ben, tu as bien raison, Amandine. Ça va, si on fait l'heure du repas avec les différents compléments ou alors. Non, non, tu peux vraiment. En fait, à partir du moment où tu utilises quelque chose une plante pure, tu peux la proposer à ton chien et en proposer plusieurs. Et c'est lui qui va choisir celle dont il a besoin. Et ça peut être plusieurs d'ailleurs. C'est très intéressant à voir faire d'ailleurs. Je vous mettrai, si Mélanie est OK, je pense que ce sera le cas, mais on lui a fait une présentation quand je suis venue chez elle. Là, je suis en train de faire mes cas pour me faire certifier là, sur la zoopharmacognosie. Et du coup, il y a une présentation de compléments alimentaires. Et donc, on lui a proposé pas mal de trucs à Noan. Et c'est elle qui a choisi. Alors, il y a des produits, quand le chien ne connaît pas trop, on a certains protocoles qu'on peut faire pour l'aider un peu à découvrir le produit qu'il ne connaît pas, par exemple. La spiruline, ça peut avoir le coup d'en mettre un peu sur tes doigts et de le montrer à ton chien, pas le forcer, hein, mais le montrer, parce que des fois, le fait que ça soit sur les doigts, bah, le chien il va plus oser mettre un coup de langue et se dire ah ouais, non, mais en fait, j'en ai besoin. Et là, après, il va lécher la gamelle. Voilà. Et après, évidemment, vous pouvez suivre les quantités qui sont notées sur la bouteille, hein, si vous voulez pas fonctionner comme ça. Donc, tromper l'ennemi en modifiant l'odeur de la peau. Donc, ça va être grâce au tick-off. Donc, le tick-off, quelqu'un me demandait, c'est quelque chose, ça par contre, qui va se rajouter au repas, mélangé à la nourriture. Comme l'huile de nigel. Encore que l'huile de nigel, je n'ai pas essayé, hein, pour être très honnête. Je n'ai pas essayé, mais j'avais bien envie d'essayer de le proposer aussi aux chiens sans forcément le mettre dans la nourriture. Et l'ail aussi, hein, donc ça va modifier l'odeur en fait que va dégager le chien. Et ça va aussi, le nigel et l'ail, c'est deux plantes qui vont booster l'immunité aussi. Un truc sur le tick-off, par contre, dans le cadre des est-ce que je peux donner un traitement chimique, pas avec le tick-off. Si vous donnez le tick-off, il ne faut pas que votre chien il ait en même temps des cachets antiparasitaires, quoi. Alors l'ail, tu l'as comme ça en forme de poudre. Après, il y a des gens qui donnent de l'ail frais aussi, hein, c'est possible évidemment. Là, c'est juste que c'est sous forme de poudre, donc c'est un peu plus facile à rajouter dans la gamelle. Vous pouvez aussi le proposer. Quand je suis allée faire la séance avec Mélanie et Noan, j'ai regardé. Noan est restée en sentant de l'huile essentielle d'ail, elle est restée 20 minutes dessus. Elle n'a pas bougé pendant 20 minutes d'un flacon d'ail.
à 10 cm de sa truffe. Je ne sais pas si vous imaginez l'odeur de l'ail. Enfin, si vous imaginez, l'huile essentielle d'ail, ben, c'est encore pire qu'une gousse d'ail. Et ben, elle était à 10 cm de l'huile essentielle d'ail. Donc, elle avait vraiment besoin de ça. Et dans l'environnement, donc côté répulsif, il y a le vinaigre des quatre voleurs et donc la terre de diatomée. Donc le vinaigre des quatre voleurs, donc là c'est des plantes avec du vinaigre de cidre et la terre de diatomée, c'est en le disant, je me dis tu vas pas te rappeler du mot, c'est de la silice. Et donc là, c'est un effet mécanique, ça va broyer en fait les puces et les larves et les œufs de puce. Je sais pas, Rachel. Je vais demander. Faut que je demande. Tikoff. Je sais pas. Tu vois, comme ça, je vais demander, hein. Mais moi, je choisirais entre les deux, tu vois. Parce que ça va avoir un effet un peu équivalent à ce niveau-là. Donc, je sais pas si c'est bien d'avoir les deux, même si c'est pas forcément un problème de mettre les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, ils mettent traitement insecticide. Mais je ne sais pas s'ils parlent uniquement de la voie interne. Ils mettent incompatible avec un traitement à base d'insecticides. En fait, chez le Tikoff, la plante qui est censée fonctionner au niveau de l'antiparasitaire, c'est le cyste, CISTE. Effectivement, je l'ai vu proposé dans d'autres produits antiparasitaires, mais non français, donc ça posait problème quand même. Et j'ai déjà eu des retours assez positifs sur le cyste, des retours de clients qui l'utilisent, quoi. Mais donc, je vais redemander quand même pour le Tikoff. Est-ce que c'est insecticide interne, externe? Est-ce que c'est les deux? Ok, Laurence. Est-ce qu'on peut mettre du bicarbonate de soude pour les puces? Je ne sais pas, Brigitte. Je sais pas. Quoi, ça tue les puces, le bicarbonate de soude? C'est le truc, le produit qui sert à tout. Ben, la leishmaniose, c'est les moustiques, Rachel. Ah oui, donc du coup, tu vas mettre un collier contre ça, ouais, du coup. J'ai jamais testé. Honnêtement, moi, j'ai utilisé la terre diatomée. Alors, le vinaigre des quatre voleurs, tu peux l'utiliser dilué ou tu peux l'utiliser pur. Moi, j'ai toujours utilisé pur, personnellement. Mais j'utilise plus sur les chiens, par contre. Oui, 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 Rachel, j'avais pas bien compris, en fait. Ça peut se diluer, hein, Anne, mais le fait de le diluer, comment est-ce que tu sais à quel degré ça va pas diminuer l'efficacité, quoi? Moi, j'en mets pas sur le chien, en fait, hein, le vinaigre de quatre voleurs. Après, certains le font, hein. Vous pouvez le mettre sur le chien, mais c'est du vinaigre, hein, donc ça pique. Moi, je trouve que ça pique, le vinaigre. Vous pouvez le mettre pur, mais il faut que votre chien ait au minimum 12 mois. Alors, on y vient. On y vient au produit. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Donc, mode combat, cette fois. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger carrément sur l'animal des tiques et des puces? Alors, on a différents modes qui existent aujourd'hui au niveau du naturel. Donc, ça va être le mode vibratoire.
Donc, le mode vibratoire, c'est ce que vont utiliser les colliers céramiques et la médaille type clip. Ah bah non, Marion, c'est sûr qu'entre l'odeur et le fait que ça pique, oui, Karine, c'est possible, oui. En fait, ça a une grande durée de conservation, au moins 1 an, je crois. Il suffit juste de le mélanger, puis tu sens l'odeur quand même. Alors, il y a sur après, on va reprendre chaque produit avec ses avantages et ses inconvénients. Là, déjà, je vous débroussaille le truc pour ceux qui connaissent pas ou au moins que vous sachiez un petit peu tout ce qui existe. Donc, les céramiques, c'est sous forme de collier en général avec de la corde et la médaille type clip. Donc, c'est ça, médaille type clip et collier en céramique. Ça, c'est par mode vibratoire, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur le principe que on pouvait changer euh, les ondes vibratoires de l'individu et que du coup, ça permettait à la tique de ne pas repérer le chien. En fait, c'est un peu comme s'il devenait invisible à la tique. Les ultrasons, donc c'est les médailles, donc la tickless qui existe depuis très longtemps, celle-ci, et la dernière que j'ai rentrée de Max et Molly, qui a le petit plus d'être waterproof. Là, c'est des ultrasons qui sont à des ultrasons très, très élevés, qui sont inaudibles à l'humain et au chien, évidemment, et au chat, et qui sont très désagréables pour les parasites. Donc, tic et puce, là, pour le coup. Et enfin, il y a la partie application, donc les sprays, spray et baume. Alors, je suis désolée, moi, l'étiquette, elle s'est enlevée. Euh, mais il est où mon baume? Ah, j'avais tout monté et puis je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, ça, c'est le spray à base de Nîmes. Il y a le baume donc noir qui est dans le même principe. Donc, l'huile de Nîmes, qui est le plus gros actif en fait dans ces produits-là, ça perturbe en fait si vous voulez, le cerveau de la puce, de la tique. Ça marche aussi sur les puces et ça marche aussi sur les moustiques. Le spray à base de lierre, donc que tout le monde connaît. Je suis désolée, j'ai des flacons qui sont dans un état pas possible. Enfin, ils sont arrivés comme ça, je précise. Donc celui-ci, ça fait 2 ans que je l'ai. Il est très bien aussi. Donc il est à base de lierre et d'ail. Et pourtant, il sent quasiment rien. Ou en tout cas, les chiens ne réagissent pas du tout à ce spray au niveau olfactif. Nous, on ne sent rien quasiment. Celui-ci, il va se mettre plutôt la veille au soir de la balade. Il est chien et chat et puce éthique. Le seul qui me reste à base d'huile essentielle, donc c'est le spray lavant Biogans, qui lui contient du géraniol, qui est très très connu en huile essentielle pour répulser les tiques et les puces. Et le vinaigre des 4 voleurs. Qui lui est un macérat de plantes dans du vinaigre de cidre, en fait. Donc, c'est une très, très vieille recette, hein, à la base pour les humains d'ailleurs et pas pour les chiens, qui fonctionne bien, qui a même un impact sur la beauté du poil, qui a priori atténue les démangeaisons sur les piqûres. J'ai jamais trop essayé, mais franchement, tu as une piqûre où tu t'es gratté, tu te mets du vinaigre des 4 voleurs dessus, bah, c'est sûr qu'en fait, tu te grattes plus parce que tu es en train de chanter tellement que ça fait mal vu que c'est du vinaigre. Donc, c'est vrai que moi, je suis vraiment pas fan de ce produit-là sur l'animal. Par contre, je trouve très très bien pour traiter l'environnement. Et ça marche aussi sur les puces. Donc, panier, voiture, c'est vraiment un produit qui est sympa. Il a une odeur forte, et ça, c'est vrai, même y compris sur les chiens. C'est une odeur qui est forte sur le coup, mais par contre, qui est très éphémère, qui passe très vite. Ben, comme quand on nettoie au vinaigre, hein, je veux dire, tu nettoies au vinaigre blanc, ça sent sur le coup, et très rapidement, ça sent plus le vinaigre chez toi, quoi. Quoi, je peux mettre en grand? Et si je me mets en grand, vous pouvez plus voir le PowerPoint en fait.
Oui, Lorraine, tu peux mettre vibratoire et ultrason. J'avais demandé l'année dernière déjà. L'huile de Nîmes, elle se conserve bien? Oui. Oui, oui. En plus, tu as des bouteilles qui sont opaques. En fait, à la base, bon, moi, je le laisse dessus, ce qu'il ne faudrait pas que je fasse. Mais à la base, en fait, c'est une bouteille avec un bouchon fermé et tu reçois le vapeau en plus. Moi, ce que je conseille, c'est de rincer le vapeau parce que l'huile de Nîmes, ça peut figer un petit peu et du coup, ça peut boucher un peu ton vaporisateur. J'avais fait une vidéo pour l'application parce que c'est vrai que la nana qui les fabrique, hein, qui est une artisan française, hein, elle fait à la main, elle dit que tu peux le spritcher sur ton chien, mais en fait, c'est pas vrai. C'est eu l'occasion d'un gros échange et de dire, bon, je vais le tester le produit. Moi, j'avais pris que le baume pour les chiens à l'origine. En fait, donc j'avais fait une vidéo, je vous la remettrai en lien si vous avez besoin. Hein, ça fait un truc comme ça. OK, donc huileux, en fait, hein, ça ne contient pas que de l'huile de Nîmes. Il y a 60% d'huile de Nîmes dans le spray, en fait. Et donc, du coup, après ça, bah, tu en mets partout sur ton chien. Mais tu ne vas pas pouvoir spritcher ton chien. Comme par contre, maintenant j'en ai plein les mains, je vais juste me trouver un truc pour m'essuyer les mains. Un vieux truc cracra. Tiens, regarde, j'ai trouvé. Tiens, ben, je vais en mettre sur les paniers, ça leur apprendra. Qu'est-ce que je disais? Oui, le spray, par contre, demain, j'aurai pas de cycle en balade. C'est vraiment un spray, quoi, pour le coup, parce que c'est liquide. C'est vraiment liquide comme je me mets une bonne petite crème antiparasitaire. Non, moi, je laisse dedans, Marion. Honnêtement, sur le vinaigre, je le fais dedans. Ah, pour voir les produits, on va les voir un par un après, Myriam. BRHL, ouais, j'ai déjà vu ça. Je sais pas si c'est efficace. En fait, je me suis pas trop, j'ai pas trop creusé le principe, en fait. Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est efficace? Oui, Elena, tout à fait. Vinaigre des quatre voleurs, vous pouvez vous en mettre sur les chevilles, sur les bas de pantalon, etc. Ça marche bien. Je t'en prie. Mais franchement, je t'assure, Marion, il faut que tu essayes le. Enfin, pour ceux qui l'utilisent, donnez votre avis, mais moi, je trouve que l'odeur du vinaigre, elle s'étiole vraiment très vite, quoi. Sur le coup, quand tu vas l'utiliser, ça va sentir le vinaigre. Mais franchement, je sais pas, 10 minutes après, tu n'as plus d'odeur, quoi. Après, autrement, sur ton balcon ou si tu as un jardin, tu peux le faire dehors, oui. Tu peux mettre comme un collier de perles, huile de Nîmes et vinaigre des quatre voleurs. Bah, si vous mettez le collier de perles, ça va être compliqué de mettre des produits. Il ne faut vraiment pas les mettre au niveau des perles, hein. Huile de Nîmes et vinaigre des quatre voleurs. Je choisirais honnêtement 2 produits antiparasitaires. J'en mettrais qu'un. Surtout que c'est un peu la même forme, quoi. Là, on est d'accord, Amandine. Merci, ouais, Ottilie, ok. Vous avez le même avis que moi, parce que c'est vrai que sur les odeurs, je ne suis pas très fiable. Ok. Donc voilà, c'était pour vous débroussailler le truc. Vous voyez un petit peu ce qui existe, en tout cas sur la boutique, et globalement sur le marché. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Collier d'ambre, effectivement, je ne l'ai pas mis, je l'ai déjà vu ce truc-là. Bon, je ne connais pas quel est le principe. Il faut quand même un sens, quoi. Moi, j'ai besoin de sens quand même. Et dernier point, donc, qui est super important, bah, ça va être l'épouillage du chien, parce que dans tous les cas d'éthique, malgré tout ce que vous allez mettre sur votre chien, il peut y en avoir quand même qui passent à l'as et au moins des tiques qui vont se balader sur votre chien pour essayer de se barrer, hein, mais qui vont quand même être sur votre chien, qui n'ont pas mordu votre chien, mais qui seront quand même sur votre chien. Donc, dans les petites astuces, c'est vrai qu'on l'a déjà vu, j'ai jamais essayé honnêtement, mais tu as les rouleaux collants, vous savez, les rouleaux collants pour enlever les poils.
et tu le passes sur ton chien. Mais bon, j'imagine que ça, c'est quand tu as vraiment beaucoup de tiques que ça doit marcher. Puis bon, à mon avis, tu le roules une fois, le truc, il colle plus quoi, avec les poils. Mais bon, bon ça mérite d'être dit quand même. Le peigne à poux, ça, je pense que c'est vraiment pas mal, mais il faut avoir un chien qui est déjà un peu brossé, parce que du coup, peigne à poux, c'est tout fin, hein. Donc, il faut quand même un chien qui a des poils démêlés. Une chose qui est super importante, donc effectivement, ça a été dit plus tôt, ne jamais retirer une tique en la tirant avec une pince à épiler. Ne jamais mettre de produit dessus, en fait, parce que effectivement, si la tique stresse, c'est là qu'elle peut faire passer ses agents pathogènes, en fait. Donc, ça serait quand même ballot. Donc, s'il y a un outil obligatoire dans tout ce que j'ai dit ce soir, c'est vraiment la tire-tique. Moi, j'en ai vraiment plusieurs. J'en ai toujours sur moi. J'en ai dans le salon. J'ai pris en vacances. Enfin, c'est le truc qui est vraiment super important à voir parce que le tire-tique, c'est l'outil par définition qui permet d'enlever une tique facilement. Donc, évidemment, il y en a en vente dans la boutique. En général, ils sont vendus par deux, un petit et un grand. Donc là, celui-ci, il est avec un petit truc pour le fixer au sac, par exemple. Donc, ça vous fait un petit pied de biche. Donc, imaginons que j'ai une tique, en fait, sur mon doigt. Je vais passer, donc il faut choisir le petit ou le grand en fonction de la taille de la tique. Je vais passer, donc la tique, elle est en train de mordre, hein. Je vais passer, en fait, mon pied de biche sous la tique et je vais tourner. Et en fait, pouf, après, j'ai juste à tirer. Elle se retient en général un tour, ça suffit. Ça marche super bien. Ça permet d'enlever le rostre, donc le truc qui permet à la tique d'aspirer le sang, et sans risque pour l'animal. C'est top du top. Il vous faut un tire-tique. Ça, c'est une certitude, que ce soit chez les cynologiques ou ailleurs. Et il faut absolument investir dans un tire-tique. Qu'est-ce que je veux vous dire à propos de ça aussi? Oui, si jamais vous y êtes pris comme un manche ou que votre chien il a bougé ou quoi et que vous retrouvez avec le rostre, c'est-à-dire que vous avez le corps de la tique, mais il y a toujours le truc dans la peau, c'est pas forcément grave. Faut pas non plus tout de suite vous flageller et vous faire marcher sur des braises brûlantes. En fait, il faut juste surveiller parce que du coup, ça peut quand même s'infecter. Donc, n'hésitez pas à bien désinfecter et à surveiller, vérifier que ça va partir tout seul et que ça ne fait pas un foyer d'infection, en fait. Tu as oublié de tourner. Bah, c'est pour ça que je vous montre comment ça marche parce que si on n'a jamais utilisé, ouais, le tire-tique, c'est vraiment. Ah ouais, tu as déjà essayé la brosse collante, Amandine? Ouais, ouais, ceux-là, en plus, ils ont vraiment. T'en as certains, en fait, moins chers. En fait, souvent, c'est trop. Ils sont pas très bien coupés. Du coup, c'est un peu trop large au milieu. Et du coup, en fait, la tique, elle passe ou t'as jamais le bon format. Là où c'est déjà arrivé que je galère, c'est sur les toutes petites tiques. Déjà, pour les trouver, celles-ci, c'est chaud. Donc, il vaut mieux avoir des grosses tiques que des toutes petites tiques. Et les toutes petites tiques, même sur le tout petit pied de biche, des fois, ça passe. Et ben là, t'es quand même emmerdé, quoi. Ah ouais, ça t'est déjà arrivé, vache. Ce qui m'est arrivé aussi, certainement, c'est une tique que je n'ai pas vue. Et en fait, par contre, j'ai vu sur ma chaîne une grosse boule, comme si elle avait un kyste ou un truc comme ça. Donc, je me suis pensé cancer, truc horrible et tout. Donc, le jour même, j'étais chez le veto. Et en fait, c'est une réaction à une morsure de tique. Donc, ça à vérifier toujours, évidemment. Vous dites, bon, Fiona, elle a dit c'est une réaction à la morsure de tique, je le laisse comme ça. Mais voilà, c'était un truc soudain, en fait, vraiment. Et ça avait fait comme une petite réaction, mais sous la peau. Et en fait, c'est passé tout seul. Si vous avez un petit bobo, ce que vous pouvez faire si vous voulez rester dans le naturel, donc bah, c'est l'argent colloïdal, hein, c'est un désinfectant naturel, le plus naturel du monde.
que vous trouvez dans la boutique. Et vous pouvez aussi y mettre de la poudre de propolis sur la plaie. Donc, pas seulement si c'est une plaie due à une piqûre de tique. Ça fait une petite croûte qui va protéger la plaie. Et quand elle va tomber, après, vous pouvez mettre la crème petit bobo, là, qui est super et qui est cicatrisante. Ah oui, pour les produits, je vais vous les remontrer après. Je n'avais pas compris, Myriam, ce que tu voulais dire tout à l'heure. Maintenant, j'ai compris grâce à Brigitte. Désolée, je suis un peu long. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ben, je sais ce que je vais faire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me fermer la page quand je vous ai déjà montré le PowerPoint et puis on fera au fur et à mesure. Alors, donc, on a parlé en premier de la biorésonance. Donc, la biorésonance, c'est un phénomène qui s'est développé récemment, qui est basé sur les ondes électromagnétiques émises par les corps. Donc, pas seulement le corps du chien, évidemment. Et donc, le principe, en fait, du collier céramique ou de la médaille type clip, c'est que ça modifie les ondes électromagnétiques émises par le chien. Dans les moins et les plus. J'ai vu plus de moins que de plus et j'essaie d'être partiale, impartiale. Ah, mon lapsus révélateur. Donc, aujourd'hui, à moins que vous ayez un article qui en a fait une étude ou quoi, il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour. Mais je suis d'accord que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique que ça n'existe pas. OK ? Je me dis quand même que si vraiment les ondes magnétiques, électromagnétiques, on peut les modifier sur un corps et qu'elles font partie de l'équilibre d'un corps, est-ce que c'est une bonne idée d'aller les modifier? Tout naturel que ce soit, entre nous soit dit. L'inconvénient, c'est que ça doit être, et justement pour cette raison-là, ça doit être porté en permanence par l'animal. Des questions qu'il y avait eu. Que globalement, quand même, il faut bien le dire, les résultats sont variables. C'est-à-dire que si, par exemple, demain dans le groupe, je fais un post en disant qu'est-ce que vous pensez des colliers céramiques, je vais avoir une partie qui va dire ah, c'est génial, ça marche trop bien, et puis une autre partie qui va dire ouais, ça pue, ça marche pas. Ça n'a pas marché sur mon chien. Idem avec la médaille type clip. Donc vraiment, les résultats sont variables. Je pense que c'est aussi lié à l'immunité de chaque chien dans tous les cas. Ah ben, je l'ai mis 2 fois. C'est vraiment pour que vous compreniez bien. Excusez-moi, c'est une erreur. Les gros plus, c'est qu'il n'y a aucun produit qui est mis sur l'animal. Pour le coup, 0 produit. Et il y a quand même un retour qui a un peu modifié ce que je pouvais en penser profondément. Parce que c'est vrai que moi, je suis taureau, vous savez, donc je suis quand même une signe de la terre. J'ai quand même besoin d'avoir un peu de preuves, un minimum. C'est le retour donc du vétérinaire qui s'appelle Pierre May, qui a une clinique vétérinaire en Haute-Savoie, la Yourte vétérinaire. Et Pierre May, c'est un vétérinaire qui est reconnu aujourd'hui dans le monde de la médecine alternative. Il est vraiment vétérinaire à la base. En plus, il a écrit un livre qui est super intéressant. En fait, ce qu'il a fait, Pierre May, c'est que du coup, par rapport aux antiparasitaires, ce qu'il a fait, c'est que il vend des médailles type clip. Et en fait, il a demandé à ses clients que si la médaille ne fonctionnait pas, de la ramener avec des poils du chien. Et alors, s'il y en a qui veulent, c'était un podcast qu'il avait fait. Donc, s'il y en a qui veulent le lien du podcast, j'arriverai à le retrouver. Ça date de l'année dernière. Et donc, en fait, déjà, il a eu très, très peu de retours. Parce que quand tu dis ça au client, c'est super rassurant, mais derrière, il faut quand même assumer le fait que le client il attend un résultat et derrière, tu peux être amené à récupérer le produit, qui est quand même pas donné en plus. Et en fait, il a eu très, très peu de retours. Et sur les analyses de poils qu'il a fait, il y avait beaucoup de chiens qui avaient un problème de maladie ou d'immunité. Donc, j'avoue que ce retour-là m'a quand même parlé. C'est quand même pas négligeable. C'est quand même un retour vétérinaire pour le coup sur un produit
dont les preuves aujourd'hui scientifiques sont pas, pour moi, en tout cas selon moi, ne sont pas confirmées, quoi. Hop, donc si je me mets en grand, donc, donc les médailles de Kepli, bah, vous les trouvez, ah, ça fait bizarre du coup. Donc la médaille, elle est sous cette forme-là, bah, comme une médaille, quoi. OK. Merde, je lirai le truc. Donc il y a un certain nombre d'anneaux, à mettre suivant le poids du chien. Très bien foutu son truc là. Si je perds les petits anneaux. Et effectivement, bah, comme ça agit sur biorésonance, tu peux pas te dire, bah, je la mets, je la mets pas, je la mets pas. Ah non, c'est le collier céramique, c'est pareil. Lui, il va s'activer sous l'eau claire, donc si possible, l'eau, sans chlore. Donc le principe, en fait, de la céramique, c'est qu'il va s'y loger à l'intérieur, des bactéries anaérobies et c'est ces bactéries anaérobies qui vont modifier, le champ électromagnétique du chien. Donc en tant qu'aquariophile, c'est vrai que ce soit mon mari ou moi, on a quand même, les bactéries anaérobies, c'est déjà super compliqué à avoir en aquariophilie parce qu'il faut avoir un sol très, très épais pour arriver à développer des bactéries anaérobies. Donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut par contre qu'il soit tout le temps autour du cou du chien, tout le temps. Et il faut pas qu'il y ait de produits, de pesticides ou quoi que ce soit dessus, bien évidemment, même de traitement naturel, pas d'huile essentielle, rien du tout, parce que la céramique, les bactéries, c'est très fragile. Donc, si vous mettez des huiles essentielles sur vos céramiques, bah, en fait, les bactéries qu'il y a dedans, si tant est qu'il y en ait, elles vont pas tenir, évidemment, elles vont mourir. Et tous les 15 jours, il faut le rincer et le faire sécher au soleil, si vous avez du soleil. Voilà pour le collier céramique. Moi, ce que j'ai aimé avec le collier céramique, c'est que en fait, ça reste joli. Donc, au pire, ça marche pas. Au pire, ton chien, il a un joli collier. Et en général, moi, ce que je faisais, c'est que j'y mettais la médaille du chien en plus, ce qui faisait que j'avais quand même un joli collier. Si vous y mettez un antiparasitaire, par contre, attention à surtout pas en mettre sur les céramiques. Je pense que le principe est alors, il y a pas des bactéries, hein, dans le T-clip. Je sais pas comment ça fonctionne ce produit-là, en fait, réellement. Comment est-ce que ça peut modifier les ondes électromagnétiques? C'est pas très, très clair. Mais il y a pas, l'histoire, qu'il y a des bactéries avec la céramique. Bah, en fait, il est valable, jusqu'à ce que, si tu veux, les céramiques, elles soient abîmées, en fait. Donc c'est au moins 1 an, tu vois? Ou qu'elle soit vraiment trop sale, trop bouchée au fur et à mesure, vu que tu vas pas le laver à l'eau, hein. Tu le laves pas à l'eau du robinet, il faut pas le laver avec du savon ou quoi, parce qu'autrement tu tues tout ce qu'il y avait dedans, hein. Donc au bout d'un moment, bah, ça devient tellement sale, parce que, bah, forcément ça dépend où ton chien il va, s'il est un peu cracra et tout, à l'eau ça va pas suffire pour qu'il reste propre pendant 6 ans, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut le changer. À une époque, ben, pendant 2 ans, hein, je les ai vendus les colis céramiques. J'avais un petit artisan qui les faisait. C'est le dernier qui me reste. Si vous intéresse, il est en promo, mais très, très grosse promo. Mais bon, c'est une grande taille, hein. C'est du 50 centimètres. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc tu vas le changer quand c'est abîmé, en fait, quand c'est trop sale, quoi. Donc c'est assez économique, en fait, hein. Et oui, Rachel. Ben voilà. Oh non. Ouais. Mais ouais, après les huiles essentielles, elles ont une rémanence, hein, donc je sais pas, est-ce qu'on peut la glisser dans le harnais? Oui, bien sûr, Anne.
Oui, il faut la mettre dans de l'eau aussi, la médaille. Tout à fait, Catherine. Il s'est fait des couilles en or, ce japonais. Parce qu'ils vendent aussi des céramiques. Après, j'ai trouvé un site qui vend des céramiques prêtes à l'emploi, en fait, qu'on peut bidouiller, en fait, pour faire après son propre collier. Mais bon, c'est vrai que maintenant, il y a des artisans qui font des trucs tellement jolis que je me suis dit, qui c'est qui allait s'enquiquiner à se faire son propre collier. Et il y en a des céramiques pour enlever le tartre. Enfin bref, je sais pas si ça marche. Honnêtement, j'ai jamais essayé. Mais bon, c'est vrai que le collier céramique, au pire, ça marche pas, au mieux, c'est joli. Donc c'est pas forcément un problème. Par contre, la médaille de Kipling, effectivement, pour moi personnellement, ça m'embête que mon chien il ait une médaille en permanence qui pendouille et qui bouge. Alors que le collier céramique, c'est différent puisque c'est un collier qui est tout fin. Donc avoir le collier en permanence autour du cou, je trouve que c'est moins gênant. Surtout que c'est pas un collier où tu attaches la laisse, donc il va vraiment être assez lâche. Ouais, il est pas gênant pour le chien, quoi. Les ultrasons. Alors, dans les moins, ben, pareil que pour les vibrations, ça doit être porté dans l'idéal en permanence sur l'animal. En période forte, bah, comme la vibration, hein, d'ailleurs j'aurais pu le mettre, ça va pas suffire. Clairement, les médailles à ultrasons, j'ai quand même un retour maintenant de 3 ans, puisque les premières que j'ai vendues, c'était même pas les Tickless, c'était des zéro bug, c'était une autre marque, mais j'ai eu beaucoup de retours, donc j'ai arrêté de la faire et je l'ai remplacée par Tickless où j'ai eu 0 retour. Donc j'ai quand même un retour client. J'ai des clients qui les reprennent chaque année. J'imagine que si ça fonctionnait pas du tout, ils les reprendraient pas. J'ai plutôt des retours positifs. Après, ça va pas suffire s'il y a vraiment beaucoup de tics. Donc c'est vraiment à mettre en complément d'un autre produit. Ah ben, je l'ai mis 2 fois aussi, doit être porté par l'animal en permanence. En fait, j'ai fait un petit bug là. Dans les plus, il y a aucun donc pareil comme pour la vibration, il y a aucun produit qui est mis sur l'animal. Il y a les retours donc positifs en termes d'efficacité. Il y a beaucoup moins cet effet, «Ah bah, moi ça a marché, ah bah, moi pas du tout», comme on peut l'avoir sur la céramique ou la médaille type clip. Il y a alors le gros inconvénient de la médaille, c'était qu'elle était, pas waterproof, la Tickless. Et maintenant, bah, il y a ces nouvelles que j'ai trouvées qui le sont. Donc c'était vraiment le gros inconvénient de la Tickless, c'est que les chiens ne pouvaient pas aller dans l'eau avec et c'est vrai que l'été, c'est un peu compliqué de prendre le temps d'enlever ta médaille avant que ton chien il aille dans l'eau et la pile, elle dure quand même 8 à 9 mois. Donc ouais, ça marche avec une pile, en fait, je vais vous montrer après. Voilà, c'est assez économique comme produit. Et il y a quand même des études qui ont été faites, avec un laboratoire qui a fait des analyses, autant sur, le fait que le chien n'entende pas du tout, enfin que et ce soit pas audible pour les animaux qui portent, la médaille, mais aussi sur l'efficacité en fait, des, hertz, donc des ultrasons sur les parasites. Et je vous ai mis un lien, vous pourrez aller dessus en fait, pas s'il va marcher. Donc ça, c'est sur le site de Tickless. Quand vous allez sur le site de Tickless, vous avez une partie où vous retrouvez tous les certificats toutes les études qui ont été menées, en fait, sur la médaille à ultrasons. Donc ça reste quand même, ils ont quand même essayé de montrer, qu'il y avait un résultat avec le produit, quoi. Ah, Catherine, j'ai pas, une réponse. Pourquoi? C'était quoi ta question? Puis-je avoir une réponse pour mon bébé? Quelqu'un a vu la question de Catherine si elle est partie? Ah, il faut porter même à l'intérieur les ultrasons? Bah, c'est mieux, c'est mieux. Ce qui serait bien, Lorraine, c'est que tu le mettes au moins un quart d'heure avant la sortie, au moins. Que les ondes, elles aient quand même le temps de bien se répartir sur le chien. Et je vous conseille de le laisser aussi un quart d'heure. Alors, ce qui peut arriver, par contre, qui est déjà arrivé à des clients, c'est que si vous voulez, en fait, c'est pas un bouclier qui est c'est pas les tiques, elles vont pas rebondir sur le chien parce que il y a le collier à ultrasons.
la tique peut quand même tomber sur le chien, mais avoir envie de se barrer parce que l'ultrason la dérange. Et du coup, en fait, quand vous allez rentrer à la maison, ben, il y a les tiques qui vont vouloir partir de votre chien, mais du coup, vous allez peut-être trouver par terre. Donc, il faut quand même vérifier. Et si vous trouvez des tiques au sol, c'est pas que le produit marche pas, mais c'est juste que la tique, au contraire, essaie de fuir votre chien, quoi. Donc, c'est bien de le laisser un moment après la balade. Est-ce que quelqu'un a vu la question de Catherine? Alors, je vous montre les produits en vrai, du coup. Alors, donc, la tickless, il m'en reste encore quelques-unes. Ce qui est bien avec la tickless, c'est qu'elle est petite. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'aurais peut-être dû prendre un autre coloris que le noir. Donc, vous avez aussi un témoin lumineux qui vous indique si la médaille marche toujours. Par contre, la tickless, elle va supporter l'humidité, elle va supporter si votre chien il va se promener et qu'il pleut. Mais par contre, si votre chien il va se baigner avec, alors j'ai des clients qui sont arrivés à les sauver hein, quand même en les séchant au séchoir derrière, mais il y a un risque qu'elle ne marche plus quand même. Ça, c'est la tickless. Bah, tu vois, ils disent 12 mois sur la tickless. Et je crois que c'est un peu moins sur l'autre marque. La durée de la pile, je crois qu'ils disent 9 mois. Eux. Bah bon, ça va. Ça fait toute la saison, quoi. Tac. Ah merde, du coup, je l'ai pas remis dans le. Et donc, la Maximoli, c'est celle-ci, donc qui est waterproof, celle-ci, où le chien peut aller dans l'eau avec. Ah mince, il y a Ah, attends, je vais juste si vous voulez la voir en vrai. Je vous aurais bien montré un live, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Bon, comme je dis à chaque fois, hein, si vous voyez qu'un produit est. Vous avez l'impression qu'il a été ouvert, hein, c'est pas que je l'ai utilisé, hein, c'est souvent parce que je l'ai ouvert pendant le live. Toc. Juste pour vous montrer le système de fixation de celle-ci. Elle a été bien pensée. Je pense que, par contre, il faut quand même la resécuriser parce que ça me fait penser aux petites LED qui ont ce système de fixation aussi. Je pense que ça peut quand même se barrer. Alors moi, ce que j'aime bien avec celle-ci par rapport à la tickless, c'est qu'elle pendouille pas. Il n'y a pas de mouvement, quoi. Elle est vraiment accrochée au collier. Merde. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, au milieu, vous avez un bouton qui va permettre de l'enclencher. Mais c'est un bouton qui est vraiment. Attendez, je vous dis des conneries. Non, il est là, le bouton, en fait. C'est un bouton qui est vraiment super dur. Donc le chien ne peut pas l'éteindre par inadvertance, en fait, même en se couchant dessus, par exemple. Donc il est quand même bien pensé, ce produit. Je pense qu'il faut juste le resécuriser avec un élastique pour pas que vous le perdiez. Ça serait quand même ballot. Là, j'ai plus que des coloris orange. Les noirs sont commandés. J'espérais qu'ils arrivent avant la fin de la semaine. Et évidemment, non. Ils vont arriver la semaine prochaine. Attends. Tu peux mettre les deux, Marion. J'avais demandé. Oui, c'est vrai que ça, c'est un inconvénient de celui-là. C'est qu'il clignote en permanence. Bon, l'avantage, c'est qu'on sait qu'il marche. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut être dérangeant la nuit. Ouais. Alors que le tickless, on ne le voit pas, lui, en fait. Ah bah super, Evelyne. T'as pas eu de. Tu l'as reconsolidé ou pas? T'as pris Raphaël, t'as pris la waterproof, t'as bien fait. C'est le genre de truc, tu sais toujours l'enlever, tu sais plus le remettre.
Voilà, bah, pour ceux qui ont pris la nouvelle, bah, vous ferez un retour, quoi, du coup. Ok, bon, bah, nickel. Ça dépend peut-être des chiens aussi, je sais pas. Si vous avez un chien qui va beaucoup dans la boue ou dans les broussailles et tout, je sais que j'ai déjà des clients qui ont perdu leur LED, qui avait le même système de fixation, en fait. C'est pour ça que je pense à ça. Alors, on en vient donc. Ah bah merde, on voit pas les photos. On voit pas les photos. Bon, c'est pas grave, j'ai les produits, mais. Alors, la terre de diatomée, je vous montre après. La terre de diatomée, qu'est-ce que j'ai mis? Le vinaigre des 4 voleurs, le spray à base de Nîmes, toc, et le baume. Mais mince alors. Putain, mais c'est pas possible. Voilà, il est au fond du sac. Tout. Donc, la terre de diatomée, je vous montre les produits en grand après. Donc, ça a un effet mécanique. Donc là, c'est la mienne, hein, je précise, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Merde, j'en ai fait tomber sur mon clavier. Moi, je vais plutôt faire comme ça. Ok, c'est vraiment comme une poudre, c'est presque comme de la farine en fait. Donc, c'est un effet mécanique, ça n'a pas un effet répulsif. Ça n'a pas un effet préventif du coup. Si vous voulez, ça va marcher s'il y a des puces, s'il y a des œufs de puce, s'il y a de l'herbe ou des nymphes. Éventuellement, ce que vous pouvez faire si vous l'utilisez, c'est, alors que vous pensez ne pas avoir de puce, c'est une fois par mois, par sécurité, au cas où il y a un ou deux petits trucs qui traînent, ben, c'est saupoudrer vos dodos, les dodos des chiens, et pourquoi pas la voiture. J'en ai mis plein mon clavier. Pour vous le saupoudrez, vous attendez 48 heures, si je me rappelle bien, et après vous aspirez avec l'aspirateur. Mais ça va pas être répulsif. C'est pas parce qu'il va y avoir de la terre de diatomée que la puce, elle va se dire « Ouh là là, il y a de la terre de diatomée, je vais pas aller dans cette famille. » Non, ça marchera pas comme ça. C'est OK chien, OK chat. C'est OK puce, mais bof tic. Parce qu'en fait, le principe de la terre de diatomée, donc bref, de ce qui fait la terre diatomée, je ne me rappelle plus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est très coupant et donc ça va broyer, si vous voulez, les puces. Et en fait, la tique, elle est un petit peu grosse pour arriver à être broyée par la terre de diatomée. Donc, c'est un effet qui est assez peu efficace sur les tiques. La seule chose après utilisation quand même, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent la terre de diatomée, mais je trouve que ça resserre vachement les poils. Je sais pas comment dire, mais alors c'était même pas très agréable de toucher mes chiens quand ils avaient de la terre de diatomée parce qu'on a l'impression que le poil il est plaqué, comme s'il avait été talqué en fait sur le chien. Donc je pense que les tiques pourraient avoir moins de possibilités de passer dans les poils des chiens jusqu'à la peau. Je pense que c'est possible, mais c'est vraiment une remarque personnelle. Donc moi, la terre de diatomée, je l'ai comme ça en boîte poudreuse. Ce qu'il faut faire attention, c'est de vraiment vous mettre près de la peau du chien et pas trop haut, que ça fasse pas un gros nuage de poussière, en fait, de terre, de diatomée, parce que c'est pas très bon à respirer, hein, puisque c'est très coupant. Ben, ça passe dans les poumons, c'est ni terrible pour votre chien, ni pour vous, quoi. Il conseille même pour nous de mettre un masque. Donc vraiment, on met en petite quantité et vraiment près de la peau pour pas que ça fasse un nuage de poussière ou du dodo. C'est presque de la farine, hein, Laurence. C'est vraiment, tu vois, hop, c'est vraiment, c'est un truc comme de la poudre, quoi. C'est très moyen sur les tiques, Rachel. Je pense que ça dépend de leur taille. Oui, ça assèche le poil, je suis d'accord, ouais. Silice, merci. Ah bah merde, Raphaël, bah t'es le dernier. T'es le dernier que j'ai vu, mais du coup, t'es le premier. Oui, oui, c'est asséchant, ouais. Tu peux en mettre sur les poils, du coup, oui.
Ça fait jeu d'intelligence. Mais Karine, je suis en live, donc je vais rester polie, mais voilà, hein. Et voilà le prince. Ok. Donc, terre de datomée, surtout puce, curatif. Donc, ça agit sur les insectes, mais ça n'est pas préventif véritablement. C'est pas répulsif, quoi. Le vinaigre des quatre voleurs, donc macérat de plantes, donc vinaigre de cidre, ça c'est curatif, répulsif, curatif, ça va tuer les insectes, enfin les parasites. Ça s'utilise à partir de l'âge de 12 mois du chien, donc on n'utilise pas sur un chiot parce que il y a du camphre en fait hein, dans le vinaigre des quatre voleurs. Si vous avez besoin de picoler, vous pouvez vous en mettre une petite dose. Non, je rigole. Ça c'est juste comment je l'ai appelé? Jean-David. Donc, c'est un spray, hein. On peut le mettre 2 à 3 fois par semaine sur le chien et bien sûr, on peut en mettre dans l'environnement. Je vous remontre après de près si vous voulez, hein. Bon, et après, les autres, je vous les ai plus ou moins montrés déjà. Donc, Nîmes, vous avez donc le spray qui contient 60% de Nîmes, donc qui va être un petit peu plus répulsif que le baume. Ils sont hockey chat, hockey chien, puce, tic et moustique et les mouches aussi. L'huile de Nîmes, ça répulse. Ça, c'est le baume. Donc, ça fait vraiment comme les mains qui puent. Alors, dans les effets qui peuvent être un inconvénient pour certains, c'est que ça fait un effet un peu gras, c'est vrai. Mais du coup, moi, ça fait maintenant, je sais pas, 2 mois que j'en mets. C'est quand j'ai fait les vidéos 1 mois et demi. J'en mets une fois par semaine, là, pour le moment. Au début, je mettais le baume, et là, du coup, bah, comme j'ai pris l'huile, je mets l'huile. Effectivement, ça fait un effet gras, ça sent une odeur de cheval, j'ai envie de dire, une odeur. C'est pas une odeur de plante, c'est pas une odeur d'huile essentielle, c'est pas fort, c'est comme une odeur de cuir. Je sais pas s'il y en a qui ont un comparatif à donner. Pas besoin de faire le kiki. Oh, les enfants, vous calmez, hein. Oui, Rachel, sans problème. Donc, le baume, moi, je vous conseille de l'avoir juste avant la balade. Soit vous le laissez sur votre chevet, soit vous le laissez, alors peut-être pas dans la voiture parce qu'il va devenir liquide cet été, mais peut-être à la maison, juste à l'endroit où vous mettez votre harnais. Hop, un petit coup sur le harnais, un petit coup sur le poitrail, un petit coup derrière les oreilles, un petit coup à la base de la queue, un petit coup sur le poitrail, mais des petites touches en fait, quoi. Et l'huile, vous pouvez en mettre 2 à 3 fois par semaine. Donc, j'ai mis deux fois, mais j'ai redemandé à la dame. Vous pouvez même en mettre tous les jours si vous voulez. Bon, je trouve que déjà, 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Je trouve que ça marche vraiment bien pour le moment, en tout cas. Je touche du bois, ça ne change rien, mais je trouve que pour le goût, ça marche bien. Alors, donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que l'odeur et l'effet gras, je veux bien des retours de votre part, du coup, vous, s'il y en a qui ont des poils plus longs que les miens. Mais je trouve que le lendemain, mes chiens ne sentent plus l'anime et ils n'ont plus le poil gras. Mais sur le coup, après application, si quand même. Donc voilà, je vous le dis quand même parce que ça peut être un inconvénient pour certains. Remonte tes lunettes, ok. L'odeur, c'est spécial, oui. C'est ok, combiner l'huile de Nîmes et le vinaigre. Je sais pas, Sophie, pourquoi pas. Je pense que c'est compatible. Enfin, que ça, c'est pas incompatible, mais faut pas les mettre le même jour en tout cas. Rachel, bah, en fait, tous ces produits-là, ils ne rentrent pas dans le sang. C'est un peu ce qu'on aime chez eux, justement. Donc, faudra que tu en mettes plus régulièrement si ton chien, il se baigne, oui. Toi, pour le coup, la médaille à ultrasons, ça peut être pas mal. Ah bah merci, Evelyne. Ça me rassure de voir d'autres commentaires. Parce que c'est vrai, sur le coup, à chaque fois, mes filles elles me disent: Ah là, il sent bizarre le chien, qu'est-ce que tu lui as mis? Oh, il a le poil tout gras. Et en fait, vraiment, le lendemain, il n'y a plus rien. D'ailleurs, là, mes mains ne sont plus grasses. Voilà. Ok. N'hésitez pas, ouais, les antiparasitaires, quel que soit ce que vous utilisez, à en mettre sur votre sellerie, à bien imbiber votre harnais.
votre collier, parce que du coup, ça fait vraiment un truc qu'on met même pas sur le chien. Vous pouvez mettre ça un petit peu en avance sur votre harnais ou votre collier. Ça ne gênera pas votre chien parce que ça ne sera pas à l'endroit où il est. Le temps que vous ayez mis le produit, vous le laissez reposer, ben, il n'y aura plus aucune odeur pour votre chien. Par contre, il y aura bien les propriétés sur le produit même, sur les propriétés répulsives du produit sur votre sellerie. Alicia, est-ce que tu as traité l'environnement du coup? Qu'est-ce qu'on a? Bah, le spray lierre. Alors, le spray lierre, et donc lui, les côtés vraiment sympas, c'est qu'il ne sent pas du tout. Il marche plutôt bien en plus, tant qu'à faire. Celui-ci, donc, il conseille de ne pas le mettre tout de suite avant la balade, justement. Ce n'est pas le produit que vous allez spritcher sur votre chien juste avant la balade. Ça se met plutôt, il faut que le produit ait eu le temps de sécher, en fait, sur les poils du chien. Donc, plutôt la veille. C'est vraiment un produit que vous allez plutôt mettre le soir, pas en réflexe avant balade, contrairement, par exemple, à l'anime. Il conseille donc de spritcher le chien ou le chat et d'enlever le surplus avec un sopalin. Je ne vous le conseille pas, moi, parce que vous allez enlever une partie du produit. Si vous avez peur que votre chien il lèche, pareil pour les autres produits, vous pouvez lui donner une mâchouille juste après avoir spritché pour qu'il soit occupé à quelque chose et qu'il ne lèche pas le produit. Si c'est le cas, dans tous les cas, il ne va pas en mourir, il n'y aura pas de souci derrière. Mais je trouve qu'enlever une partie du produit avec un sopalin, à moins que vous ayez vidé le flacon sur votre chien, bien évidemment, mais je sais que ça ne va pas être le cas, bah, ça va quand même enlever en efficacité, je trouve, du produit. C'est un petit peu ce qu'on a constaté l'année dernière. Oui, oui, bah, surtout qu'ils n'ont pas mis que l'huile de Nîmes, hein. Il y a du calendula. Attends, je ne me rappelle plus en plus, j'ai rien marqué. Je vais faire ma vieille. L'huile de jojoba, l'huile de calendula. Il y a l'huile de cad. Alors ça, c'est l'antiparasitaire aussi, l'huile de Nîmes. Et effectivement, l'huile de Nîmes, ils disent que c'est utilisé aussi pour les gens qui ont du psoriasis, de l'eczéma. Donc, c'est vraiment bon pour la peau en plus d'être répulsif. Oui, 10-15 minutes, Marion. Ou c'est le truc que tu peux faire le soir, hein. Sous le vinaigre des 4 voleurs, si c'est ce que tu utilises et que tu veux pas que ton chien il le sente. Bah, tu trempes ton harnais le soir, tu le laisses sécher, le lendemain il est sec, il est antiparasitaire. Je dois le faire avec du Vircon. Non, alors, Alicia, donc pour ton environnement au niveau des puces, soit tu utilises, tu re-regarderas le replay, hein, je ne vais pas tout redire, mais soit tu vas utiliser la terre de diatomée, soit après, dans le commerce, tu as carrément des sprays pour l'environnement, en fait, parce qu'il te faut des produits qui tuent les larves et les œufs de puce, ce qui n'est pas toujours le cas des produits qu'on met sur le chien. Donc, il te faut absolument des traitements de l'environnement. Donc, la terre de diatomée en fait partie. Et après, en animalerie ou en magasin, de manière générale, enfin en animalerie, quoi, ou en pharmacie ou chez le véto, tu vas trouver des insecticides qui vont tuer les larves et les œufs. Comme je disais tout à l'heure, tu reverras au replay la petite partie sur les puces, mais une puce, ça pond 50 œufs par jour. Donc, c'est super important que tu traites bien ton environnement. Oui, oui, c'est efficace le lendemain, bien sûr, Marion. T'en mets 2-3 fois par semaine, par exemple, comme ça. OK. Donc, le dernier qui me reste à base d'huile essentielle. Alors, pourquoi j'ai limité les produits à base d'huile essentielle? Ben, d'abord, parce que dans beaucoup de sprays à base d'huile essentielle, ils en mettent plein. Et c'est quand même fort. Et quand aujourd'hui, je vois des chiens sélectionner des huiles essentielles, des plantes, parce qu'ils en ont besoin pour leur santé, ça me dérange vraiment fortement de leur imposer des produits, si vous voulez, que par ailleurs, ils pourraient sélectionner ou pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin. On sait aussi qu'il y a certaines huiles essentielles qui rentrent dans le sang. Donc, du coup, on peut être quand même sur du produit qui est fort et qui va loin dans l'organisme du chien quand c'est en application, hein.
Et on peut aussi avoir des réactions d'allergie plus fortes avec certaines huiles essentielles. Dans tous les cas, si vous mettez un mélange d'huile essentielle, je vous invite très fortement à faire un petit test sur une partie de la peau de votre chien avant d'en mettre partout sur lui. Et dans tous les cas, c'est vrai que ça sent quand même assez fort, quoi. Donc c'est pour ça que cette année, je me suis dit: «OK Fiona, tu pars à la recherche de produits efficaces, mais sans huile essentielle». Donc le seul qui me reste, c'est la lotion lavante, sans rinçage, de chez Biogans, qui est à 98 bio, qui reste un produit où il y a juste du géraniol, donc il y a juste une seule huile essentielle dedans. Le géraniol, c'est reconnu pour être répulsif pour les tiques. Ça, c'est une fois par semaine et c'est lavant pour le chien aussi. Et après, on va avoir donc, plus en traitement, ponctuel, donc que j'ai gardé, qui est le moins fort de tous, c'est le shampoing antiparasitaire, donc à base d'huile essentielle de lavande et de citron. Mais bon, on le rince, donc c'est pareil, les huiles essentielles, elles vont pas ressentir de la même façon sur le chien. Qui va fonctionner contre les puces et contre les tiques. Ça a un effet répulsif, si vous êtes blindé de tiques ou de puces, ça suffira pas, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment du préventif. Préventif, répulsif. Et en plus, il a dedans de l'aloe vera, donc il est très bon pour le poil. C'est pas un shampoing, fort en fait, qui va faire un poil super sec parce qu'en fait, c'était blindé d'insecticides. Est-ce que je vous ai tout dit? Bon, ben là, on voit les photos. Bonne soirée, Karine. Oui, oui, il y a des chiens qui font des réactions aux huiles essentielles, hein, ça, c'est sûr. Sur 15 hectares? Ah ouais, dis donc. Oh purée, c'est chaud, Alicia. Ben, tu devrais faire peut-être appel à un spécialiste, hein. Ça existe, hein, moi, par rapport à l'histoire que je racontais l'autre jour, donc que je racontais tout à l'heure sur quand on est allé chez mes parents et que mes chiens sont revenus blindés de puces. En fait, ils ont fait appel à un spécialiste, eux, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. En fait, il y avait un trou qui était à l'origine d'on ne sait quel animal et qui était, qui était mince, qui était blindé de puces et ils ont dû faire appel à un spécialiste, en fait, pour arriver à éliminer les puces. Et d'ailleurs, le spécialiste a beaucoup utilisé la terre de diatomée. La seule chose, c'est que la terre de diatomée, donc ça existe en beaucoup plus gros volume que ma boîte poudreuse, évidemment. Il faut faire attention parce que si jamais il pleut, ça n'est plus du tout efficace. Il faut vraiment que ça soit mis sur un sol sec. Dans tous les cas, tu ne trouveras pas de fogueur non plus, sur 15 hectares. Peut-être que ça serait intéressant que tu te rapproches, d'un organisme qui, s'occupe des parasites de manière générale de la maison ou quelque chose comme ça. Mais si tu traites pas ton environnement, en fait, tu vas jamais t'en sortir. Et après, dans les traitements, chimiques que tu as mis, je sais pas, je les connais pas, mais, tu as des traitements chimiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui, stérilisent les puces. Donc ça peut être intéressant, de choisir plutôt ce type de traitement chimique, pour que tu arrives à t'en sortir à un moment, quoi.